Ne sommes-nous pas de retour pour un deuxième épisode d'Urban Story pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, ou qui je trouve aussi est important dans la continuité de tout ce que moi j'aborde comme sujet. Et donc aujourd'hui, on va aborder les récits noirs dans le cinéma. Donc je précise bien les différents récits noirs dans le cinéma. C'est vrai que ce sujet, il a été assez complexe à traiter parce que il est très large. C'est-à-dire qu'on peut en parler des heures et des heures, même des jours, je pense. On peut vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que là, il fallait que j'arrive à simplifier les idées, sans qu'elles soient non plus traitées en surface, que ce soit clair, que tout soit dit et que ça ne dure pas non plus 45 000 heures. Ce qui a été très complexe. Mais je pense que je m'en suis sortie et j'espère que l'enchaînement de toutes les idées vont être assez claires dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, avant de débuter vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il est important de définir tous les termes de ce titre, donc c'est-à-dire les différents récits noirs dans le cinéma. Enfin, il y a un autre terme que je vais expliciter, mais voilà. Donc déjà, on va définir le cinéma, mais si je pense que tout le monde sait ce qu'est le cinéma. Mais bon, du coup, le cinéma, c'est considéré comme la septième forme d'art. C'est l'idée de créer une histoire, de donner une narration à partir d'images animées. Et on considère que le premier film date de 1895 par les Frères Lumière. Ensuite, le deuxième terme, c'est communauté, parce que je pense que communauté, c'est ce qui va au mieux décrire le terme les récits noirs. Parce que ici, les récits noirs, ils vont varier en fonction de leur zone géographique, principalement, vont pas être les mêmes, mais aussi de l'époque, bien qu'on va voir à travers toute cette explication que ça importe peu. Et donc, la communauté, c'est l'idée qu'on regroupe enfin, c'est un groupe de mêmes personnes qui partagent des caractéristiques ou des intérêts communs. Et là, dans communauté noire, ce que j'entends, c'est qu'on va avoir, par exemple, c'est qu'on va avoir les communautés du continent africain, les communautés européennes, la communauté afro-américaine, la communauté des Antilles et des Outre-mer, ou encore la communauté d'Amérique latine. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment différentes communautés noires qui sont différentes, qui ont peut-être une histoire très similaire, mais en même temps très caractéristique à eux-mêmes, et qui montre qu'en fait, c'est une personne noire qui vient des Antilles n'aura pas la même histoire, même culture aussi, c'est normal, qu'une personne qui vient d'Amérique latine, qui vient d'Europe. Donc tout d'abord, la première différence qu'on va aborder dans les récits noirs dans le cinéma, c'est le fait qu'il va être différent entre le cinéma blanc et le cinéma noir. C'est-à-dire qu'un film tourné, réalisé par des personnes blanches et un film tourné, réalisé par des personnes noires et qui vont traiter de sujets de récits noirs. Bien qu'il y ait des différences, déjà, on va peut-être aborder aussi les points communs qui sont malheureusement les stéréotypes. Donc déjà, on va voir les stéréotypes qu'on va dire classiques, bien que c'est dommage d'utiliser ce terme, mais c'est les stéréotypes on peut les reconnaître très facilement. On va avoir la racaille de banlieue, le délinquant, le personnage très exotique ou encore la personne comique à l'extrême. Et en fait, ces stéréotypes vont venir toucher n'importe quel film, même ceux qui sont des blockbusters, même ceux qui sont là pour dénoncer, qui sont engagés, mais ça va vraiment toucher n'importe quel film. Donc je peux vous citer comme un gros mélange Big Mama, American Gangster ou encore Bande de filles. Et vous voyez, c'est des films qui sont pas du tout mauvais. Ensuite, les stéréotypes vont aussi toucher, comment dire, d'une certaine manière lorsqu'il y a des événements marquants. On va voir qu'ils sont encore présents, qu'ils sont encore ancrés. Quand je parle de ça, je pense en particulier aux premiers Oscars gagnés par une personne noire, qui est une femme. Ça se passe en 1940 et c'est Hattie McDaniel pour son rôle dans Autant en emporte le vent. Sauf que son rôle ici, c'est celui d'une mamie. Donc le terme mamie, ça fait partie des 3 archétypes de stéréotypes féminins noirs qui a été développé par la Gina Davis Institute. Donc ces 3 archétypes qui sont présents et qui, c'est pas un stéréotype direct comme par exemple le délinquant. C'est vraiment cette idée de, enfin c'est ça, mais il y a aussi cette idée au sens large de représentation féminine dans le cinéma. Donc il y en a 3. Il y a déjà la mamie, donc comme Hattie McDaniel. Ici, elle a le plus souvent cette idée de figure maternelle. Elle va être le plus souvent au service d'une famille. Elle va vraiment incarner aussi ses caractéristiques de personne soumise, effacée et très passive. À part quand elle tient le rôle principal, comme par exemple dans Corina Corina avec Whoopi Goldberg. Le deuxième archétype, c'est la saphir. La saphir, c'est celle qui va incarner la angry black woman. Donc c'est une personne qui va être c'est une femme qui va être hyper masculine, très forte, très agressive. Et en fait, elle va vraiment incarner tous les stéréotypes de la angry black woman, c'est-à-dire elle est bruyante, impulsive, perpétuellement énervée et irrationnelle. Et en fait, c'est une manière de pousser ça à l'extrême pour qu'on puisse la décrédibiliser et montrer qu'elle est illégitime et injustifiée dans tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle agit et tout ce qu'elle mérite d'avoir. Et enfin, le troisième archétype, c'est la Jezebel. Donc la Jezebel, c'est vraiment l'hypersexualisation de la femme.
Ça veut dire qu'elle va vraiment représenter la déviance, le désir, c'est sexualiser le corps de la femme noire à l'extrême. En fait, ça va être un moyen de pouvoir conserver l'image de la femme blanche en tant que pure et de la bienséance. Et vous voyez, je trouve que ce troisième archétype, il est intéressant parce que c'est un archétype féminin, donc de la représentation féminine, mais c'est vrai qu'on peut voir que il va toucher au sens large la communauté noire. Je m'explique. En gros, il existe un documentaire qui s'appelle Brainwash, Sex Camera Power, donc réalisé par Nina Menkes, qui étudie comment on sexualise le corps des femmes, au sens large. Pas de communauté, c'est vraiment toutes les femmes dans le cinéma. Et même quand on pense que c'est pas sexualisé, il y a vraiment cette idée de sexualisation. Et elle explique toute cette idée à travers une règle de prisme où il y a 3 idées principales. Je vous avoue, je ne me rappelle plus du tout. Hein. C'était quand même très complexe, mais c'est hyper intéressant. Donc, 3 idées principales. Et pour pouvoir représenter et montrer des exemples, elle va utiliser 200 extraits de films datant de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire quand il est sorti, donc c'est-à-dire début des années 2020. Et en fait, on va voir que les 200 extraits de films, enfin 199 extraits de films sont basés sur les femmes. Et il y en a un seul qui est axé sur l'homme, qui est un homme noir. Et en fait, on voit que sa règle de prisme s'applique à lui. Et donc, c'est pour, d'une certaine manière, montrer qu'en fait, la communauté noire, ça va être la communauté la plus hyper sexualisée. Et en fait, ça, on l'a même vu à travers l'histoire, cette idée de fascination pour le corps noir. Cette fascination, cette envie de ressembler, et en même temps, cet éloignement, ce profond dégoût, se dire, ah, c'est des caractéristiques hyper différentes. Et je pense que ça touche n'importe quelle communauté, hein, totalement. Mais je crois que la communauté noire, c'est celle qui est le plus touchée. Un autre aspect du stéréotype, c'est ce que moi je vais appeler le stéréotype transféré. Je m'explique. Et enfin, en fait, j'ai qu'un seul exemple en tête qui me vient, mais c'est l'idée du cow-boy, des cow-boys, l'histoire, les narrations, les récits sur les cow-boys. Le plus souvent, les récits sur les cow-boys, ça va être des personnes blanches, des cow-boys blancs qui sont hyper héroïques, hyper forts, qui manient super bien les armes et très déterminés. Donc ça, c'est les récits de cow-boys, le plus souvent. Parce qu'en fait, déjà, la vraie réalité, c'est que dans l'histoire, les cow-boys, qu'ils soient blancs ou noirs, quoi qu'il y à l'époque où il y a vraiment des films de cow-boys, ils ne savaient pas manier les armes, c'était pas du tout héroïque, ils n'avaient pas du tout une bonne hygiène. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas ce truc des hommes beaux, qui étaient séduisants et tout. Pas du tout, maniaient pas les armes, c'était eux qui se blessaient eux-mêmes le plus souvent. Et ils étaient très. Ils voyageaient pas. Ils n'étaient pas en train de partir en aventure. Donc, déjà, les stéréotypes étaient. Enfin, on crée des nouveaux stéréotypes, en un sens. Enfin, là, c'est des stéréotypes positifs, mais on crée des nouvelles narrations. Et d'autant plus qu'en fait, il y a eu des cow-boys blancs, mais de base dès le début, les cow-boys sont noirs. Les cow-boys sont noirs parce que déjà, cow-boys, ça signifiait homme de ferme, homme de vache. Donc en fait, c'était des hommes noirs qui s'occupaient des vaches de ferme. Et aussi, donc soit ils s'occupaient de vaches, soit sinon les cow-boys noirs, c'était une manière pour eux d'échapper à l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils étaient des ex-esclaves et ils avaient décidé d'eux-mêmes c'est pas le western, mais bon, vous voyez dans les déserts là, je sais plus comment on appelle ça, de s'auto-gérer, de vivre de leurs animaux, de ce qu'ils faisaient, enfin en fait des vrais campagnards quoi, des fermiers. Mais du coup c'était des cow-boys et à la base des bases les cow-boys sont noirs. Et très souvent les récits montrent que les cow-boys sont blancs. Et je trouve que c'est très récemment qu'on a eu des films de cow-boys où on parle vraiment des cow-boys noirs et on remet l'histoire à sa place. Donc je vous conseille les films. The Hard As They Fall. Donc il y a Idris Elba dedans. Il y a aussi un clin d'œil à Michael, comment il s'appelle, l'acteur de Black Panther, j'ai oublié le nom. Boseman, Chadwick Boseman. Donc c'était lui, il y a un clin d'œil à lui, parce que je crois que quand le film est sorti, il venait de mourir très récemment. Mais le film est excellent, c'est vraiment une histoire de cow-boy, et c'est une histoire vraie sur un cow-boy, je sais plus comment il s'appelait, mais c'était un truc Lover, un truc comme ça. Donc c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie. Et le deuxième film, ça s'appelle Concrete Cowboy. Donc là, c'est vraiment cette idée de cow-boy contemporain, donc toujours des cow-boys noirs, mais dans une époque beaucoup plus actuelle, contemporaine. Et je crois aussi que c'est tiré et inspiré d'une histoire vraie.
Maintenant, abordons les différences entre le cinéma noir et le cinéma blanc, dit qu'aujourd'hui, il y a eu bien sûr des évolutions. Donc le cinéma blanc, déjà, va beaucoup s'axer autour des stéréotypes classiques que j'ai pu citer auparavant. Va y avoir aussi une caractéristique qui est l'utilisation du blackface, bien que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de films qui utilisent le blackface. Enfin, en tout cas, je l'espère, parce que peut-être des films aussi qui sont indépendants et tout. Mais à l'époque, les films produits réalisés par des personnes blanches avec seulement des acteurs blancs. Et du coup, pour représenter une personne noire, bah, il fallait faire un blackface. Et enfin, il y a aussi dans le cinéma blanc beaucoup cette vision blanche, c'est-à-dire cette idée de white savoring, cette idée de white privilege, être au service de quelqu'un ou encore amuser la galerie. Et ça, encore une fois, comme les stéréotypes classiques, c'est de très bons films aussi vont avoir cette vision blanche. Par exemple, je pense à The Blind Side, qui est un film privé, qui, moi je trouve qu'il est un film très excellent, mais qui repose très clairement sur un fond de white savoring. Une femme blanche qui est aisée, qui a une famille, vient aider un jeune homme noir en difficulté pour évoluer dans le sport. Et c'est une histoire vraie. Hein. Donc en tant que tel, ça montre qu'en fait, bien qu'on parle de stéréotypes et que là ils sont parlés négativement, en fait un stéréotype ne, ne se crée pas tout seul. Il repose quand même sur un fond de vérité. Et au bout d'un moment, pas non plus te dire ah on va ignorer ça. Il faut en parler. Après c'est vrai qu'il y a certains films ils le font à l'extrême. Ils le font aussi de manière mal. Mais je pense aussi que c'est important de se dire, en fait on utilise le terme stéréotype qui est quand même très négatif. Mais en tant que c'est pas tout le temps négatif parce que The Blind Side, il est inspiré d'un fait réel. Pourquoi ils auraient recréé une autre histoire? Tu t'inspires de la vérité, tu vas pas non plus vouloir dire ah non, faut faire attention. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que parfois c'est bien fait et parfois c'est mal fait. Et du coup, cette idée aussi de white privilege, de amuser la galerie, de être au service de quelqu'un, c'est quand on va y avoir dans le film une confrontation, pas genre battle, hein, mais cette idée de on va avoir d'un côté, pas d'un côté, mais genre des personnes blanches, un groupe de personnes blanches, etc. Et de l'autre, une personne noire, un groupe de personnes noires. Et du coup, d'un côté, ça veut dire qu'on va voir que le groupe blanc est à des privilèges, que le groupe noir parfois peut être très show-off, très en impose, très comique, très dans les grands gestes. Donc c'est vraiment cette idée de stéréotype et de vision blanche. La différence, le cinéma noir va quand même beaucoup être dans cette idée de avoir apporter différents regards, proposer différents récits. Euh, Encore une fois, aussi basé sur les stéréotypes, comme j'ai pu le dire, parce que c'est des fonds réels, c'est-à-dire proposer de nouveaux récits, de nouvelles représentations, et ne pas donner une unique vision à une chose, c'est-à-dire vraiment s'étaler, donner une mixité. Et puis dans les années 80-90, on va avoir un mouvement, le New Black Cinema, qui va arriver et qui va avoir cette idée de vraiment avoir plus de réalisme et d'engagement dans le cinéma noir. Donc deux films qui sont importants dans ce mouvement, c'est Do the Right Thing de Spike Lee et Boys in the Hood de John Singleton. Et permettant aussi de créer de nouveaux récits noirs, comme j'ai pu le dire, ça va aussi être un mouvement qui va permettre de mettre en avant les acteurs noirs et de vraiment amener ces acteurs noirs sur le devant de la scène et faire qu'aujourd'hui c'est des références. Donc Viola Davis, Denzel Washington, Halle Berry, Whoopi Goldberg, Will Smith et encore plein d'autres pour ne citer que, mais la liste est très longue des acteurs noirs très talentueux. Maintenant, abordons les récits noirs dans trois foyers très importants du cinéma. Ça va être dans le cinéma américain, le cinéma français et le cinéma africain. Bien qu'il y a des communautés noires dans le monde entier et que je pense qu'il y a d'autres récits noirs que je pense que je vais aborder par la suite, les trois foyers les plus importants, c'est cela. Donc commençons d'abord par le cinéma américain parce qu'il y a des parties qui ont déjà été citées dans la partie précédente. Donc c'est l'idée que c'est très stéréotypé. Commençons d'abord par le cinéma américain, puisque une des parties a déjà été citée précédemment, donc c'est l'idée des stéréotypes. Un autre aspect négatif dans ce cinéma, ça peut être aussi le colorisme, qui est aussi présent dans le cinéma français. Ce phénomène de colorisme, c'est la discrimination de personnes foncées ou des personnes à la peau non blanche, c'est-à-dire ici dans notre cas les personnes noires dans le casting et leur représentation. Donc déjà, on va voir qu'il y a une opportunité limitée pour les acteurs noirs de tenir des rôles principaux ou d'être représentés. Et puis quand c'est le cas, en fait le plus souvent on va pas vouloir mettre une personne de peau très foncée, on va choisir la personne de peau la plus claire. Par exemple, dans le cinéma, on va voir que 20% des femmes noires ont un rôle principal. 57% de ces 20% vont devoir se conformer aux normes de coiffure européennes et un cinquième de ces 20% vont avoir vraiment la peau
très foncé. Et pour les hommes, c'est 11% des hommes noirs vont tenir un rôle principal dans le cinéma. On peut voir aussi qu'il y a, en plus du colorisme, on va avoir aussi cette vision très monolithique dans le cinéma. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une sous-représentation des personnes en situation de handicap ou appartenant à la communauté LGBTQ+. Bien que nous sommes partis dans l'aspect négatif, on va voir qu'il y a aussi cette volonté d'évoluer les mentalités. Donc, à la fin du XXe siècle, on va avoir un mouvement culturel et social qui naît, qui est la Blaxploitation, et qui est cette idée de vraiment, encore une fois, comme le New Black Cinema, créer de nouveaux récits noirs, mettre en avant plus les récits noirs, que ce soit dans n'importe quelle thématique, nous mettre en avant et vraiment arrêter de représenter mal ces clichés et les stéréotypes, comme j'ai pu le dire, qui étaient basés sur quelque chose de vrai. Donc, deux filles qui représentent très très bien ce courant, ça va être Sweet Sweetback's Badass Song, donc par Melvin Van Peebles, et qui est considéré comme la genèse de ce mouvement. Donc, c'est un film avec un casting 100% noir, lancé et produit, réalisé indépendamment, et qui a été lancé avec 150 000 dollars et qui a apporté 15 millions de dollars. Le deuxième film, c'est Les Nuits Rouges de Harlem, qui appartient à la franchise Shaft et qui est réalisé par Gordon Parks. Donc lui, c'est vraiment un succès planétaire, notamment pour sa bande originale par Isaac Hayes, et qui, tout comme le premier film, a été produit avec très peu d'argent, un casting 100% noir, ou en tout cas majoritairement noir, qui a rapporté énormément d'argent et qui a vraiment cette idée de vouloir déconstruire la vision et les représentations noires, puisque dans ce film, on représente la communauté noire sous le prisme de la fierté et de la résistance. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on va aussi avoir cette idée de nouvelle vague de films qui a vraiment cette idée de vouloir vraiment proposer une énorme panoplie de représentation des communautés noires. Donc déjà, on va avoir cette idée de vouloir parler beaucoup plus de l'intime, du fait d'être noir dans notre société d'aujourd'hui, de enlever cette vision monolithique et parler beaucoup plus de l'aspect psychologique. Donc parmi ces films, on peut citer Moonlight, Queen and Slim ou encore la série Atlanta de Childish Gambino, qui sont tous les trois excellents et qui, je pense, méritent d'être étudiés à l'école où c'est des classiques. Ensuite, on va aussi avoir cette question de remettre l'histoire à sa place, comme j'ai pu le citer avec les Cowboys, ou encore avec le film Black KK's Men, un truc comme ça. Enfin, vraiment, le titre, j'arrive pas à le prononcer. Mais, vous voyez, c'est le film qui est déjà inspiré d'une histoire vraie, mais c'est où un homme noir va s'infiltrer dans le KKK, parce que c'était à distance, et qui va réussir à démanteler une section de ce groupe suprémaciste. Et enfin, la troisième catégorie, c'est pouvoir s'imposer dans les, enfin pas les nouveaux genres, mais pouvoir s'imposer dans d'autres genres, et en vrai deux nouveaux genres. Donc déjà, on pense aux films d'héros, donc par exemple avec Black Panther, ou encore aux films d'horreur, comme on pense avec les films de Jordan Peele, Us, Nope et Get Out. Et vous pouvez aller voir une précédente Urban Story qui traite spécialement de tous les films de Jordan Peele et comment il vient créer un nouveau cinéma d'horreur et un cinéma d'horreur noir. Passons maintenant au cinéma français. Donc si on fait une courte chronologie de la représentation noire, déjà les années 30-50, les personnages noirs étaient extrêmement exotisés ou secondaires. Dans les années 70-90, on insistait énormément sur les clichés. Et dans les années 2000, il y a cette idée de vouloir être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus dans l'intime et beaucoup plus dans la réalité des communautés noires dans la société actuelle, comme on peut penser par exemple avec La haine de Mathieu Kassovitz. Au jour d'aujourd'hui, le cinéma français se veut beaucoup plus réel et beaucoup moins limité, comme on peut penser avec Les Misérables ou encore Saint-Omer. Et bien qu'il y a quand même de très bons films, on ne peut nier que le cinéma français a un retard de représentation et surtout une invisibilisation des communautés noires. Quand je parle de ça, prenons par exemple L'Histoire de Souleymane. Il est sorti cette année, succès international, remporte de nombreux prix. Moi, je trouve que c'est un très bon film qui a très bien traité de son sujet principal, qui a vraiment voulu garder ce côté brut. Donc en fait, quand je parle de retard et d'invisibilisation, c'est pas en tant que tel le récit qui est représenté, c'est plus ce qui l'entoure. Parce que je suis tombée sur une publication il n'y a pas trop longtemps où en fait ils expliquaient que l'histoire de Souleymane va être regardée par tout le monde. Tout le monde va être touché, tout le monde va avoir de la compassion pour le personnage, pour ce récit. Et qui est un récit vrai, qui est c'est inspiré pas d'une histoire réelle, mais de faits réels, de choses qui sont concrètes au jour d'aujourd'hui. Et en fait, ils expliquaient que dans le film,
on va être là touché par Souleymane, on va dire un, mais, enfin pas nous, je parle de souvent de la société en grosse majorité, mais qu'après, quand c'est dans la réalité et que tu vas tomber sur des personnes qui vivent ces situations, ça va être totalement l'inverse. Ça va être les prendre de haut, les regarder mal, les juger, se dire mais qu'est-ce qu'ils font là, et avoir tout être vraiment avoir ce racisme envers ces personnes, mais quand c'est à travers l'écran, ça passe très très bien. Donc déjà, en fait, c'est en fait le spectateur, la communauté qui, enfin, le spectateur et la société qui va regarder, qui a vraiment ce retard et cette invisibilisation. Et ensuite, on peut voir ça aussi, je trouve assez drôle de faire ce thème-là aujourd'hui, parce qu'il y a deux autres films qui sont, je trouve, qui correspondent totalement bien à cette idée. C'est Zion et Fanon. Ces deux films traitent de l'histoire totale coloniale et de l'histoire des personnes noires en France, principalement, avec Fanon et Zion. Donc Fanon, c'est la colonisation de l'Algérie, et Zion, c'est la vie dans les dom-toms en Outre-mer. Donc c'est vraiment typiquement français. Ces films ont été bien reçus en avant-première par les personnes qui les ont vus. Ils sortent dans très peu de salles. Je crois que Zion, c'était vraiment au début qu'en Outre-mer, quelques salles en France, mais genre très très peu. Et Fanon aussi. Donc en fait, il y a eu vraiment réellement de la censure sur ces films. On a censuré des films. Vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, on réussit à censurer des films. Les films sont bien acceptés, ont de très bonnes critiques, et les gens commencent à se dire, mais en fait, pourquoi il y en a très peu d'horaires, etc. Donc en fait, c'est le fait qu'il y ait des gens qui se sont alarmés sur qu'il y ait eu de la censure, ont poussé à ce que les films soient beaucoup plus mis en salle. Mais parce que c'est des films indépendants, c'est des films qui traitent de sujets français sur la communauté noire, mais qui ne sont pas du tout positifs. Il y a vraiment cette censure. Et c'est vrai que le fait que c'est indépendant, bah, de se dire tout est permis. Et donc ça montre vraiment qu'il y a ce retard et cette invisibilisation des récits noirs dans le cinéma. Et si on continue aussi sur le biais de stéréotypes, ce qui est propre à la France, c'est cette idée de caractériser au sens large, de donner des caractéristiques typiques pour les femmes racisées. Parce que je pense que donc il y a eu une étude qui s'intitule Inégalité par le collectif 50-50 qui montrait que seulement 6% des femmes femmes racisées tenaient un rôle principal dans les films et que le plus souvent elles avaient des stéréotypes propres à elles. Donc là vraiment on va parler des femmes, enfin c'est rapide, mais c'est parler des femmes racisées au sens large, pas que noires. Donc par exemple les femmes noires, elles, ça va être des personnes très en colère, très, très impulsive, très franche et aussi très sexualisée. De l'autre côté, la femme maghrébine, ça va être quelqu'un, c'est qu'on va considérer comme insolente, qui va pas avoir sa langue dans sa poche et qui très vite va réussir à être calmée et apaisée par un homme blanc occidental. Et ensuite, on va avoir la femme asiatique qui, elle, est aussi sexualisée. Enfin, les trois sont sexualisés, hein. Mais la femme asiatique est aussi parfois très sexualisée. Mais aussi, on va lui donner ce caractère de très naïve, très douce et très soumise. Et bien qu'elle tienne un rôle principal ou un rôle important dans le cinéma. Mais bien qu'on ait parlé de l'aspect négatif, tout n'est pas perdu. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté à travers tous les films de éduquer, représenter, proposer de nouvelles perceptions, de nouvelles représentations, mais vraiment aussi mettre en lumière une communauté hyper importante en France et qui fait partie de l'identité française. Et là, on peut penser, comme j'ai pu le dire, aux Misérables, Bande de filles, Divine, tout simplement Noir, et aussi les films qui viennent directement traiter de problèmes de représentation noire en France. On peut penser aux films de Rokhaya Diallo, qui sont Où sont les Noirs, où dans ce film, elle va faire une étude sur la représentation des acteurs et actrices noirs dans le cinéma français, comment il y a une invisibilisation, et aussi cette question d'autocensure et de violence symbolique pour que l'acteur ou l'actrice noire vienne se cantonner et s'imposer on va dire, aux normes stéréotypées de la représentation noire dans le cinéma. Ou encore, on va avoir aussi Le monde racisé du cinéma français par Blaise Menjiwa. Et donc, dans ce documentaire, il vient parler du manque de représentation, du manque de diversité, cette question de plein de fonds de verre qui empêchent l'évolution des représentations noires et l'évolution des acteurs et actrices noirs, à part pour Omar Sy. Et il aborde aussi ce dilemme dont j'ai pu parler, qui est la question de stéréotypes, qui est là pour éduquer et apprendre. Donc, comme par exemple le film de Kerry James, Banlieusard et Banlieusard 2. Maintenant, passons au cinéma africain et en quoi il consiste en tant que tel.
Donc ce cinéma va beaucoup se baser sur traiter de la question de représentation et de la société post-coloniale et cette question d'héritage. Donc par exemple, on va avoir le film La Noire 2 par Ousmane Seben, donc qui est un réalisateur franco-sénégalais. Dans ce film, il vient parler de comprendre d'où l'on vient à l'époque post-coloniale. Donc il vient vraiment traiter de sujets de quête d'identité, d'appropriation du corps à travers l'imitation et l'identification. On va voir aussi que le cinéma africain se caractérise vraiment par une diversité de récits de genre. On peut passer par les films hollywoodiens, par la comédie, l'action, ou encore par des films sociopolitiques, comme on peut penser par exemple avec La Convocation, qui est un film qui vient traiter des questions d'agression sexuelle dans le milieu scolaire, universitaire. Donc c'est un film nigérian. On va avoir les films de Mati Diop, donc par exemple Dahomey, qui est sorti récemment, et qui là vient s'apparente comme un film et un documentaire, et qui vient, pas qui vient, c'est qui explore, il suit le trajet de, des joyaux royaux qui sont rendus au Bénin. Il va y aussi avoir cette deuxième partie, cette double partie, un peu plus fictionnelle, où il va y avoir des récits des populations exilées. Pensez aussi à Félicité d'Alain Gomis, donc ça c'est franco-sénégalais également, qui se passe au Congo. Et ça raconte le récit d'une mère qui veut tout faire pour sauver son fils, qui va partir vraiment dans une quête d'identité, une quête de recherche, qui va aussi lui permettre d'en apprendre plus sur son pays, son histoire et sa place dans la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 2017, et l'histoire du Congo et tous les problèmes sociopolitiques qui l'accompagnent. On va voir qu'aussi le cinéma africain, c'est un cinéma qui va être reconnu internationalement, qui va gagner de nombreux prix, qu'on pense là à Félicité, les films de Mati Diop, ou encore on va voir Timbuktu de Abderrahmane Sissako, qui est un film qui se passe au Mali, et donc c'est où on va avoir le conflit islamiste, et en fait ce film traite de comment la population va résister à cet envahissement, enfin au fait que ils sont dirigés par le peuple islamiste, et comment ils vont résister et être soudés, et du coup ce film va remporter différents prix. Et puis on va voir aussi que le cinéma africain, enfin pas le cinéma africain en tant que tel, mais les récits de la communauté noire africaine va aller jusqu'à toucher la pop culture. Donc on pense à Black Panther, où il y a vraiment cette idée de donner un côté afrofuturiste à l'Afrique, de ne plus le présenter comme un pays toujours pauvre, pour lequel on ne peut plus rien faire, qui a toujours besoin d'aide. Non, en fait, c'est un pays aussi qui a beaucoup de choses à apporter, qui a une énorme richesse, et ce qui a voulu être représenté dans Black Panther, qui mélange à la fois des acteurs afro-américains et des acteurs noirs, enfin africains. Et puis comme j'ai pu le dire un peu au début de cette partie, c'est qu'il y a d'autres communautés, donc par exemple la communauté noire en Amérique latine. Donc des films importants, on peut penser à La Cité de Dieu, qui est déjà je pense un film qui est connu internationalement, mais aussi un autre film que je pense qui est important aussi pour son impact dans le cinéma noir latin, c'est Amour Maldito de Adelia Sampaio. Donc là, en très rapide synopsis, c'est un film qui traite de la relation amoureuse entre deux femmes. C'est un peu un Roméo et Juliette où c'est pas accepté par la société et par les deux familles. Mais le film en tant que tel, déjà, lui, il va être censuré, pas mis en avant, mal accepté, je pense déjà par sa thématique, mais aussi par le fait que c'est un film qui sort juste après la dictature colombienne, donc c'est-à-dire qu'il va être vraiment un peu victime du système. Et il faut savoir aussi que ce film, ça va être le seul film produit par une actrice noire latine jusqu'en 2019. Vraiment le seul. Donc c'est-à-dire que vous voyez, il y a vraiment 60, presque 60 ans qui séparent le second film réalisé par une femme noire latine. Et enfin, je pense qu'une autre catégorie qui est importante pour parler des récits noirs dans le cinéma, c'est les cinémas d'animation. Parce qu'aujourd'hui, faut le dire, hein, le cinéma d'animation, déjà, c'est ce qui va toucher le plus tôt les jeunes. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils vont voir et c'est comment ils vont se voir le monde. Donc, c'est aussi, le cinéma d'animation, c'est aussi une manière d'éduquer en plus de profiter et de créer de bons visuels et de faire des chants et tout le tralala. Sauf que le cinéma d'animation va aussi avoir ce lot de problèmes et d'aspects négatifs, tout comme le cinéma classique, c'est-à-dire cette idée d'invisibilisation, de sous-représentation, de limitation de représentation, de blackface et de caricature. Enfin, le blackface, c'était quand même il y a longtemps, là il n'y en a plus, mais tous les autres sont encore assez
actuelle et c'est aussi vraiment très récent qu'on va voir qu'on va avoir des récits noirs, principalement des personnages noirs qui sont mis en avant et des récits de communauté. Donc déjà, en vrai, il y en a pas mal. Et pour en citer quelques-uns, on peut penser à Soul, Chico et Rita, Intergalactique. Bien que Intergalactique, oui, c'est un film d'animation, c'est cinéma d'animation, mais c'est vrai qu'un enfant ne va pas le voir. Mais il rentre quand même dans ce lot-là. On va aussi avoir Vaiana, le dernier Spider-Man avec Miles Davis, ou encore Wish, bien que celui-là, voilà. Hein, c'était pas non plus le plus fou, mais on peut voir que quand même il y a cette évolution de vraiment traiter de sujets de communauté noire avec Vaiana, cette idée de mettre des personnages noirs principaux en avant, Miles Davis, Saul, la princesse et la grenouille, ou encore, ah oui, et dans parler de communauté, Chico et Rita, et en plus qui est là, les noirs en Amérique latine. Mais vous voyez, même dans ces très bons films et dans cet aspect très positif d'évolution, de diversité, il y a quand même ce petit hic. Par exemple, si on prend aussi surtout Saul et la princesse et la grenouille, on va voir que, ok, les personnages principaux sont noirs, mais pendant une grosse majorité du film, ils sont transformés en créatures un peu irréelles ou encore en animal, en grenouille. Donc, vous voyez, il y a... Oh, eh ben non. En fait, on invisibilise. Et vous voyez, c'est peut-être pas fait exprès en tant que tel parce que on pourrait se dire, bah, rebelle aussi. Vous voyez, c'est... Ah non, pas rebelle. Parce que rebelle ne se transforme pas en ours. Donc non, en fait, j'ai raconté n'importe quoi. Mais vous voyez, il y a quand même ce petit hic. Après, c'est à voir comment ça va évoluer dans le temps et comment tout... Pas les stéréotypes, parce que comme j'ai pu le dire et je le répète encore, les stéréotypes, vraiment, ils vont être toujours présents. C'est juste comment ils sont abordés. C'est vraiment ça. C'est comment on va avoir ce regard sur le cinéma, comment les stéréotypes sont abordés, comment les récits sont abordés et comment ils sont mis en lumière et comment ils sont diffusés. Bah, tout ça, on va voir comment ça va évoluer dans le temps, comment ça va être accepté et voir bah, s'il y a de la régression, s'il y a de la stagnation ou si on espère de tout cœur qu'il y ait vraiment une évolution positive et qu'il y ait vraiment bah, cette idée de bah, mettre au centre les récits noirs et même en fait tous les récits, hein, parce que là oui bien sûr j'ai parlé des récits noirs, je me suis axée, mais je pense qu'il y a aussi les récits maghrébins, les récits asiatiques, les récits latins à mettre en avant et à vraiment bah, proposer une diversité de films et le fait que voilà, il n'y a pas que des stéréotypes et les cantonner qu'à qu'une seule histoire ou à qu'un seul genre. Donc voilà, on arrive à la fin de cette urban story, de cet épisode. J'espère de tout cœur que tout l'agencement était clair. Il y a... Oui, il y a certaines choses où j'ai pas approfondi parce que je pense que c'est bien aussi que chacun ait faire ses recherches, que chacun voit les films qu'ils aiment et que aussi ça aurait été beaucoup trop long. Moi j'aurais kiffé faire des longs épisodes, mais quand même doucement. Donc voilà, c'était mon petit mot de la fin et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!